Mes chers collègues, nous allons commencer. Voilà, je suis heureux d'accueillir en votre nom ce matin Monsieur Jacques Rivoal, président, et Monsieur Julien Colette, directeur général du groupement d'intérêt public France 2023, chargé, vous le savez, d'organiser la Coupe du monde de rugby en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Cette Coupe du monde est souvent considérée comme une répétition générale avant le début des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et ce sera effectivement le dernier événement d'ampleur qui sera organisé sur l'ensemble du territoire avant l'accueil de la plus grande compétition sportive mondiale. Pourtant, il serait très réducteur et même injuste de ramener cette Coupe du monde à une simple mise en jambe. Vous voyez, je vous rassure tout de suite parce que vous avez été inquiété par mes premiers propos. Cette manifestation constitue un événement international de premier rang qui devrait, j'en suis même certain, qui passionnera des centaines de millions de téléspectateurs et rassemblera des centaines de milliers de spectateurs. Le rugby bénéficie en effet d'un réel engouement, comme l'illustrent les audiences du top 14 et du tournoi des 6 nations. Même quand l'équipe de France perd comme samedi dernier, mais c'est ainsi les lois du sport. À un peu plus de 6 mois de cet événement, nous souhaitions donc faire le point avec vous, messieurs, sur les différents aspects de l'organisation de cet événement. Où en sont les préparatifs concernant les 9 stades prévus pour la compétition, les plans de transport, les dispositifs de sécurité. Concernant les recettes générées par cet événement, où en êtes-vous en termes de billetterie et de sponsors? Au-delà de ces questions habituelles à l'approche d'une grande manifestation sportive, nous sommes également obligés de vous interroger sur la gouvernance du GIP France 2023, dont je rappelle qu'il est détenu à 67% par la Fédération française de rugby, par 37% par l'État et 1% par le CNOSF. En septembre dernier, le directeur général Claude Etcher a été écarté de ses responsabilités au motif que son management n'était pas exempt d'une certaine brutalité et que de nombreuses irrégularités avaient été commises. Notre commission n'a pas pour rôle de se substituer aux enquêtes en cours sur ces irrégularités. Toutefois, dans le cadre de ses missions de contrôle, elle est compétente pour établir des faits et assurer la transparence dans les domaines qui relèvent de ses missions. Nous souhaitons donc, dans ces conditions, que vous nous expliquiez les difficultés auxquelles vous avez dû faire face à l'issue du départ du précédent directeur général et plus particulièrement les risques pesant sur l'organisation de la Coupe du monde de rugby. Certaines informations ayant laissé entendre que l'équilibre économique de la manifestation pourrait être moins favorable qu'initialement annoncé. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire, après quoi je proposerai à notre rapporteur pour les crédits du sport, Jean-Jacques Lozach, et au président du groupe d'études sur le sport et les grands événements sportifs, Michel Savin, de vous poser une première série de questions. Et je ne doute pas qu'à l'issue de ces premières questions, il y en aura d'autres posées par mes collègues. Avant de vous donner la parole, Monsieur le Président, je rappelle que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Messieurs, je vous cède la parole. Bien. Merci, Monsieur le Président. Donc on a prévu de vous faire un petit exposé introductif là, et bien sûr surtout de répondre à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. Donc comme vous l'avez mentionné, donc depuis l'été on a mis en place une gouvernance collégiale au sein du GIP, donc avec Julien Colette qui est le directeur général. On vous fera cette présentation un peu à deux mains. Alors quelques généralités sur la Coupe du Monde. Alors effectivement, la Coupe du Monde de rugby, c'est le 3e grand événement sportif. Alors on parle beaucoup, vous l'avez mentionné, des Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024, mais on est très fiers de dire la Coupe du Monde de rugby, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot, c'est l'événement, le grand événement sportif le plus important dans le monde. Alors le rugby, c'est un sport qui a le vent en poupe aujourd'hui. C'est un sport qui est en plein essor.
avec un sport qui était un anglo-saxon à l'origine, mais maintenant qui se généralise un peu dans tous les pays. Il y a 128 pays qui pratiquent ce beau sport. Un sport qui se féminise. Aujourd'hui, l'augmentation des licenciés, en particulier en France, il vient de l'apport des filles et des jeunes femmes qui découvrent ce sport, qui peut être aussi un sport féminin. Et puis, donc, il y a plus de 800 millions de fans qui suivent, de téléspectateurs, qui suivent les matchs de rugby dans le monde. Alors, on a fait une enquête également sur la France, avec auprès d'un panel de spectateurs, de fans. Et les gens apprécient le rugby. 80% des Français sont favorables à l'organisation d'une Coupe du Monde de rugby. Donc c'est important. Les Français soutiennent l'événement parce qu'ils considèrent à hauteur de 90% que cet événement aura des retombées positives pour le pays. Et en plus, ce qui nous a effectivement étonné, c'est que les 3/4 des Français souhaitent participer à l'événement, donc soit en étant dans les stades, soit en suivant les compétitions devant leur écran. Alors ensuite, on a la chance d'avoir une équipe de France effectivement qui est assez brillante en ce moment. Et pour nous, l'objectif majeur d'une Coupe du Monde, c'est vraiment de faire une grande fête. Alors on a pris un terme plus générique que celui-là, qui est le terme de célébration, mais c'est vraiment sous ce mot-là que l'on veut organiser l'événement. C'est une grande fête populaire qui va se dérouler pendant 51 jours et qui va être dans tous les territoires de France. Et donc on espère qu'on pourra effectivement construire des grands moments d'événements sportifs. Alors la compétition au niveau du plateau sportif, elle va être exceptionnelle, puisqu'on va avoir les 20 meilleures équipes de rugby dans le monde qui vont s'affronter pendant 51 jours. Donc c'est 660 joueurs, soit 660 joueurs qui seront réunis, 20 nations qualifiées. Et on pense qu'on aura un plateau sportif tout à fait exceptionnel, parce qu'en fait les cartes ont été vraiment rebattues aujourd'hui au niveau du rugby mondial. Le premier pays, c'est l'Irlande. Et on a bien sûr les grands pays du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Mais il y a des nouveaux pays qui émergent dans le monde du rugby, comme la Géorgie, comme pour la première fois le Chili, qui va participer à sa première Coupe du Monde. Il y aura 3 pays d'Amérique du Sud qui seront présents, avec le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Donc un plateau sportif qui va être tout à fait exceptionnel. Alors le calendrier, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il y a d'abord des matchs de poules. Il y a 4 poules qui réunissent 5 équipes. Alors la particularité d'une Coupe du Monde de rugby, c'est que ce n'est pas un événement parisien pour Happy Few. C'est vraiment un événement qui se déroulera dans 9 stades dans les grandes villes de province. Donc il y a d'abord les 4 matchs de poules, et ensuite il y a les quarts de finale, les demi-finales et la finale, et ainsi que la petite finale de bronze qui aura lieu au Stade de France. Alors la fête, la célébration, pourquoi? C'est parce qu'effectivement l'événement il va être complètement national. Encore une fois, les stades, je les citerai tout à l'heure, mais c'est les grandes villes de France. Et donc on considère qu'à peu près, alors à part l'Est de la France, l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne et la Franche-Comté, mais on peut considérer qu'aujourd'hui 80% de la population française sera à moins de 2 heures d'un site de compétition. Alors il y aura les 9 stades où se dérouleront les compétitions, mais il y a également les camps de base. Donc il y a 20 camps de base, plus les bases camps de match, bases sites de match. Donc en fait c'est une 50aine de villes qui auront le plaisir d'accueillir également les équipes entre les matchs. Donc 10 villes hautes, je l'ai mentionné, et 9 stades hautes. Alors les stades, vous les avez sur le slide suivant. Donc la compétition, ça démarre le 8 septembre jusqu'au 28 octobre. Donc c'est une compétition qui est longue, ça dure pratiquement 2 mois. 10 villes hautes, 51 jours de fête. Et donc vous avez ici, et donc on l'a de façon plus détaillée après, voilà les différents stades qui vont accueillir les compétitions. Donc on aura Lille, Saint-Denis. Alors Paris, on considère que c'est également une ville haute parce qu'il y aura le centre de presse, le broadcast, etc. qui seront basés à Paris. Ensuite il y a Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Saint-Étienne et Lyon. Voilà. Alors après, je vais peut-être passer la parole maintenant à Julien pour détailler d'autres sujets. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, très heureux de
de venir rapporter devant vous au sujet de l'organisation de cette Coupe du Monde. Le Président me donne l'occasion, après ce slide sur les stades, les 9 stades qui vont accueillir la compétition, peut-être de faire un éclairage sur l'économie de l'événement, puisque le Président Lafont nous a tendu cette perche en introduction. Et c'est venu sur la table, effectivement, lors du changement de gouvernance. Nous sortons d'une revue budgétaire complète qui a montré que lorsque l'on compare le niveau de dépenses d'exploitation nécessaire à l'organisation de cet événement aux standards internationaux, c'est-à-dire nous sommes en train d'organiser, le président Rivoal le rappelait, le 3e événement sportif mondial avec près d'1 milliard de téléspectateurs qui sera, alors peu importe la répétition des Jeux Olympiques et Paralympiques, ou pas la répétition, peu importe, mais en tout cas qui sera sous les lumières du monde entier. On ne peut pas le faire à un niveau de dépenses inférieur à celui de nos prédécesseurs, sauf à considérer que les Japonais et les Anglais étaient absolument incompétents en matière d'organisation d'événements, ce qui n'est évidemment pas le cas. Or, le niveau de dépenses moyen pour l'organisation des précédentes Coupes du Monde était autour de 250 millions d'euros. Il était prévu, avant la revue budgétaire, un niveau de dépenses inférieur à 200 millions d'euros qui mettait en danger, qui mettait en risque le niveau de qualité d'organisation de l'événement. Donc il était de notre responsabilité, en relation extrêmement étroite avec l'État et avec World Rugby, ainsi qu'avec la Fédération française de rugby, de revoir ce niveau de dépenses, non seulement pour prendre en compte l'effet inflationniste que vous connaissez tous, qui impacte l'ensemble des métiers qui sont aussi les nôtres, mais aussi simplement de mettre en cohérence notre niveau de dépenses avec nos obligations en termes d'organisation de cet événement, à la fois nos obligations contractuelles à l'égard de World Rugby et de l'État, mais aussi nos engagements, notamment en termes de responsabilité sociale et environnementale et en termes d'héritage. Donc aujourd'hui, après revue budgétaire, nous arrivons à un niveau de dépenses de 215 millions d'euros, plus une réserve de 3 millions d'euros, qui est certes limitée, mais les 215 millions d'euros de dépenses auxquels nous parvenons incluent déjà les effets de l'inflation, puisque nous sommes aujourd'hui à moins de 7 mois de l'événement et que nous connaissons les prix auxquels nous allons acheter la plupart des prestations et auxquels, bien entendu, nous embauchons nos salariés, sachant que 99 millions d'euros restent à engager, sont à engager sur cette année. On viendra plus tard sur la partie recettes, mais parmi, et ça fera la transition avec le reste de cette présentation, parmi les dépenses qui sont importantes et qui avaient été en partie sous-estimées par choix de considérer que l'État et les collectivités locales allaient assurer des dépenses qui leur incombaient pas forcément en termes de sécurité, nous avons évidemment travaillé de manière étroite avec notre directeur de la sécurité qui est à ma droite, Olivier Dimpre, avec les services de l'État, avec la CNSJ, avec le ministère de l'Intérieur, avec la DIGES et les DIGEP, à revoir les dispositifs de sécurité et à assurer leur conformité à la fois à nos obligations et aussi leur adaptabilité aux contextes locaux, à la situation de chaque stade et à la situation de chaque camp de base. Le second élément, c'est que pour assurer la meilleure sécurité de cet événement, il faut intégrer la sécurité à la qualité des parcours clients et des parcours spectateurs, et non pas la considérer comme une politique à part vivant sa vie en dehors de l'organisation d'événements. La clé, c'est que tout au long du parcours spectateur, c'est-à-dire du départ d'un détenteur de billets depuis l'aéroport de sa ville de résidence à l'autre bout du monde dans l'hémisphère sud ou depuis Londres en Eurostar, qu'il puisse sentir que la sécurité est assurée de la meilleure manière, notamment par le fait qu'on puisse communiquer avec lui de manière très étroite. Et de ce point de vue-là, le choix stratégique qui a été fait dès le départ de maîtriser l'ensemble du processus de commercialisation et de gestion de la billetterie par un système qui nous permet de détenir les données de tous nos clients, de tous nos détenteurs de billets, et donc de pouvoir communiquer avec eux, puisque ces clients, naturellement, nous laissent l'usage de leurs données, puisqu'ils considèrent
quand ils achètent un billet, ils font un achat loisir, ils font un achat plaisir, et donc ils ont confiance dans la personne qui organise l'événement. Ils n'achètent pas un réfrigérateur à qui, avec la réticence à donner leurs données à un opérateur industriel qu'ils ne connaissent pas. Donc cette force qui nous permet d'exploiter les données clients d'1 million de personnes nous permet aussi de communiquer avec eux et de les intégrer finalement à nos dispositifs de sécurisation. Les dispositifs, comme je le disais, vont être adaptés à chaque contexte local dans le cadre d'études de sûreté, notamment liées à chaque camp de base, aux 20 camps de base, on y reviendra. L'enjeu aujourd'hui pour nous, il est de finaliser la passation des contrats des marchés de sécurité privée dans le cadre de marchés publics, puisque nous sommes soumis naturellement au droit de la commande publique. Nous devons déployer 6300 agents de sécurité privés sur les 9 sites de compétition, un peu au-delà si on compte les camps de base. À part 2 ou 3 sites un peu en tension, mais qui ne nous inquiètent pas outre mesure, il faut savoir que le pic de mobilisation d'agents de sécurité privés sur un week-end d'organisation de la Coupe du Monde correspond à un week-end de match de Ligue 1. Donc le marché de la sécurité privée aujourd'hui en France est en mesure de répondre à nos besoins, à la fois en qualité et en quantité d'agents, sachant encore une fois que la compétition a lieu pendant l'automne, qu'elle n'a pas lieu en plein cœur de l'été, et qu'elle est répartie sur 9 sites différents de compétition, 10 sites au total avec la ville de Paris qui accueille des fonctions essentielles à l'organisation d'événements. Donc on a pas besoin de concentrer, comme ça peut être le cas des Jeux Olympiques et Paralympiques, de concentrer un nombre extrêmement important d'agents de sécurité sur une seule région pendant une période estivale. Pour le reste, le point clé en matière de sécurité, c'est la coordination avec les acteurs, et non seulement avec les acteurs, avec les forces de sécurité intérieure naturellement, et dans ce cadre-là, nous fonctionnons sous la houlette d'un partenariat avec le ministère de l'Intérieur, d'une convention de partenariat avec le ministère de l'Intérieur, mais aussi avec les autres acteurs concernés qui sont les opérateurs de transport en particulier, et les collectivités locales, les autorités organisatrices des transports au niveau des collectivités et des métropoles. Et ce point est clé pour la gestion des flux et la fluidité de la gestion des flux autour des stades, en amont des matchs et après les matchs. Nous reviendrons bien évidemment sur les questions de sécurité si vous le souhaitez plus tard. Une priorité de l'organisation de l'événement pour la Fédération internationale de rugby, pour World Rugby, qui explique aussi la durée de l'événement, les 51 jours qui sont mobilisés pour organiser les 48 matchs, c'est la santé des joueurs. Le respect de la santé des joueurs exige 5 jours de repos pour toutes les équipes durant la compétition, ce qui nous a amené à prolonger en fait, à intensifier le nombre de jours de repos de manière significative par rapport aux précédentes éditions de la Coupe du Monde, puisque comme vous le voyez, que ce soit en Angleterre, au Pays de Galles en 2015 ou au Japon en 2019, le nombre de jours de repos était inférieur à 340 et il va être supérieur d'une centaine pour l'édition de notre Coupe du Monde, avec 33 joueurs mobilisés pour chaque équipe au lieu de 31 au cours des éditions précédentes. En matière de revenus, la commercialisation de la billetterie a rencontré un succès qu'on peut qualifier de phénoménal, c'est-à-dire que les billets si vous me passez l'expression, se sont vraiment arrachés comme des petits pains. Aujourd'hui, les 2,2 millions de billets réservés au grand public sont tous vendus. Nous avons mis en ligne au mois de janvier une plateforme officielle de revente de la billetterie qui est le seul canal par lequel légalement les détenteurs de billets peuvent revendre leurs billets, et ce au prix facial d'achat plus l'application d'une participation aux frais de 10% du prix facial d'achat, sachant que nous développons en parallèle une politique de lutte contre le marché noir
en particulier de surveillance des plateformes comme Viagogo, contre laquelle nous venons d'obtenir une décision de justice d'ailleurs favorable, mais aussi contre toutes les plateformes Internet qui autoriseraient des détenteurs de billets à essayer de revendre leurs billets à des prix supérieurs au prix facial, et en tout cas par un autre canal que la plateforme officielle de revente. La billetterie, c'est la principale source de nos revenus, hein. Nous avons encore une fois à peu près 400 millions d'euros à couvrir de dépenses, les 218 millions d'euros de dépenses d'exploitation dont je parlais, et puis le reste étant constitué des droits que nous achetons à World Rugby pour organiser la Coupe du Monde. Et la billetterie représente, au terme de notre dernière revue budgétaire, 347 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est la clé. Évidemment, c'est la clé de la création de valeur dans l'organisation de cette Coupe du Monde, à la fois en termes de revenus et aussi en termes d'expérience spectateur et d'enrichissement de cette expérience spectateur. Comme je le disais, le fait que nous maîtrisions cette billetterie nous permet de connaître parfaitement le public qui a acheté des billets. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, mais bien entendu, nous diffuserons cette présentation. Nous connaissons parfaitement la répartition des acheteurs par genre. Alors, il se trouve que le public rugby reste très masculin. Mais comme le disait Jacques Rivoal en introduction, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui pratiquent le rugby. Donc, la féminisation est en cours, est accélérée, mais ça reste un public très masculin. En revanche, et ça c'est plutôt une bonne surprise pour nous, contrairement à l'audience des matchs du 15 de France que les diffuseurs nous donnent, qui est âgé, qui est en moyenne, dont la majorité est constituée d'hommes âgés de plus de 40 ans, nous avons aujourd'hui une majorité, comme vous le voyez, une majorité de détenteurs de billets qui ont moins de 40 ans, ce qui est plutôt extrêmement positif et une très bonne nouvelle à tout point de vue. À la fois pour le renouvellement du public et aussi, bien entendu, en matière de participation de ce public à la vie de l'événement et plus généralement à l'animation du territoire. Nous connaissons naturellement la provenance des acheteurs de billets. Comme vous le voyez sur cette diapositive, heureusement, plus de la moitié des spectateurs sont français. Donc on peut penser que les stades vont vibrer au son de la Marseillaise de manière très forte, et c'est important. Mais les Anglais, les Irlandais, les Britanniques en général ont acheté beaucoup de billets. Ils sont évidemment très fans de rugby, comme vous le savez. Hein. L'Angleterre est quand même le berceau de ce sport, dont on va fêter d'ailleurs le bicentenaire cette année. Et donc ce sont parmi les 40% d'acheteurs de billets qui viennent de l'étranger, 60% viennent des îles britanniques, le reste se répartissant de manière... c'est marginal, mais entre beaucoup de pays, dont des pays, bien entendu, de l'hémisphère sud. Concernant la répartition géographique des acheteurs français par région, ou par département d'ailleurs, du territoire, de manière assez peu surprenante, les Toulousains vont venir en force dans les stades, mais aussi les Parisiens, les Girondins. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant de constater à la lecture de ce graphique, c'est que le rugby n'est plus seulement un sport du sud-ouest et de la région parisienne, mais rayonne bien au-delà. Le sénateur Savin constatera notamment que l'Isère est bien placé, mais pas seulement, puisque de manière un peu plus surprenante, la Loire-Atlantique ou le Nord sont également des pourvoyeurs de fans de manière importante.
Parce que c'est vrai qu'il y a des stades, mais ça montre qu'il y a des fans de l'équipe de France de rugby et au-delà dans ces départements de manière forte. Donc aujourd'hui, ce sport est en plein essor sur tout le territoire, il faut le noter, avec une exception notable qui reste le Grand Est, qui reste une terre de mission pour le rugby à tout point de vue. En matière de sponsoring, là encore, comme en billetterie, cette Coupe du Monde va être une Coupe du Monde de record en termes de recettes de sponsoring. Non seulement de recettes de sponsoring avec environ 80 millions d'euros de recettes de chiffre d'affaires liés à la vente de contrats de partenariat, mais aussi en termes de diversité des acteurs économiques qui ont choisi de soutenir la Coupe du Monde. Les partenaires majeurs que vous voyez, les 5 partenaires majeurs, sont des partenaires de World Rugby, donc qui ne sont pas en contrat directement avec nous, mais qui peuvent nous apporter du support direct, notamment du support en nature comme Capgemini, hein, qui est un leader français, mais mondial dans ces métiers et qui nous aide beaucoup en termes de systèmes d'information, de gestion de nos systèmes d'information. Mais au-delà de ça, comme vous le voyez, beaucoup de nos sponsors principaux, tous d'ailleurs, tous nos sponsors principaux, les sponsors officiels, sont des entreprises françaises, leaders, quasiment chacune dans leur secteur d'activité et dans des secteurs très diversifiés qui vont des services publics comme la SNCF, jusqu'au métier de l'entertainment avec Vivendi ou les télécommunications avec Orange, et puis des GMF qui est un sponsor historique du rugby, ou GL Events et l'Oxam qui sont des prestataires importants du secteur de l'organisation événementielle. Quelques mots rapidement. Aujourd'hui, notre enjeu dans les 6 mois qui viennent, c'est de faire monter l'envie parmi la population, parmi l'ensemble des acteurs aussi économiques et sociaux pour cette Coupe du Monde, avec un slogan « Célébrons toutes les fraternités » qui résonne avec la devise républicaine, mais non seulement avec la devise républicaine, mais aussi avec les valeurs du rugby, ce qui évidemment est fondamental et qui a une transcription anglaise qui fonctionne aussi très bien. Donc ce Célébrons toutes les fraternités va être décliné dans toutes nos communications dans les 6 mois qui viennent, à tous les niveaux et en partenariat notamment avec les collectivités territoriales. Avec 3 objectifs, c'est faire monter l'engouement, c'est construire un vrai lien de confiance avec le public, notamment autour de la sécurité, on en parlait tout à l'heure, mais au-delà, autour du fait que les valeurs véhiculées par la marque Coupe du Monde de rugby résonnent avec celles de la population en général. Et de ce point de vue, pour rebondir sur ce que disait le président Lafont en introduction, les affres qu'ont traversé la gouvernance du comité d'organisation et la gouvernance du rugby français en général d'ailleurs n'ont pas pesé du tout sur l'image de marque de la Coupe du Monde de rugby. Comme a l'habitude de le dire Jacques Rivoal, la marque est très forte. La marque Coupe du Monde de rugby est très forte et aujourd'hui a une image extrêmement positive qui n'est pas atteinte par ce que peuvent connaître la Fédération française de rugby ou ce qu'a pu connaître le comité d'organisation, mais dans sa gouvernance uniquement interne. Et enfin, nous voulons créer un sentiment d'impatience et de ce point de vue-là, nous vous donnons notamment rendez-vous lors du J-100 à la fin mai, qui sera un grand moment de célébration de la Coupe du Monde de rugby sur tout le territoire. Et la force de cet événement, et c'est ce qui a fait aujourd'hui que World Rugby a choisi la France pour organiser en 2016, pour organiser la Coupe du Monde en 2023, c'est que c'est une Coupe du Monde des territoires. Nous y associons non seulement les 10 métropoles et villes hautes, mais une majorité de régions qui sont très investies, en particulier les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Sud, Île-de-France, Hauts-de-France, Pays de la Loire et d'autres, mais celles-ci sont particulièrement investies, et beaucoup de départements et toutes les collectivités porteurs de projets, des camps de base et des bases sites de match. Et elles sont nombreuses, notamment les 20 villes qui accueillent des camps de base
qui vont donner une image importante de la France pour les équipes qui sont accueillies sur le territoire. L'un des succès, l'adhésion du public à cette Coupe du Monde, on l'a notamment observé de manière forte lors de la circulation du train du rugby entre juillet et novembre dernier, grâce à notre partenariat avec la SNCF. 51 villes ont été visitées, 100 000 visiteurs. Et quand on dit 100 000 visiteurs, c'est vraiment des visiteurs qui ont passé du temps dans le train ou sur les villages du train. Donc ce sont des visiteurs qui ont des fans vraiment de rugby qui sont venus à l'occasion du passage du train sur tout le territoire français. L'autre manière de faire adhérer les territoires, ce sont ces 20 camps de base qui vont nous permettre aussi d'ouvrir, de faire connaître le rugby à des populations qui n'auront pas accès au stade, notamment par l'organisation d'entraînements ouverts au public. Au moins un entraînement ouvert au public sera organisé sur chaque camp de base. Et pour beaucoup d'autres équipes, dont les équipes les moins majeures que certaines, qui ont un enjeu sportif moins important donc, que d'autres, ce lien avec le public va être très important. Et donc ces équipes vont avoir à cœur de créer un lien très fort avec la population locale par des entraînements ouverts au public. Comme vous le voyez, on a essayé de répartir les camps de base de manière équilibrée sur le territoire. Parfois, il faut le dire, en forçant un peu la main des équipes, mais c'était important pour nous que les équipes puissent vraiment être présentes dans un maximum de régions et pouvoir nouer un lien avec le maximum de clubs amateurs notamment et d'écoles de rugby. Dans les villes et les métropoles hautes, l'un des lieux de célébration majeurs de la Coupe du Monde sera ce qu'on n'a pas appelé la fan zone, comme on le fait dans d'autres sports, mais ce qu'on va appeler les villages de rugby, qui vont pouvoir réunir au moins 10 000 personnes dans les centres des grandes agglomérations qui accueillent les matchs. Plus Paris, qui accueille des fonctions majeures d'organisation du tournoi, sachant que la fan zone parisienne sera organisée sur un lieu iconique, la place de la Concorde, un peu en prélude des manifestations liées à la célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous restons en discussion, comme vous le constatez, avec la métropole européenne de Lille pour trouver une solution que nous n'avons pas encore trouvé sur le territoire de la métropole européenne de Lille, mais nous ne perdons pas espoir. Et en parallèle, pour permettre à toutes les collectivités, à tous les clubs amateurs de pouvoir célébrer la Coupe du Monde sans avoir à rentrer dans le carcan de la protection des droits commerciaux, puisque un grand événement comme ça, dans le cadre de l'organisation d'un grand événement comme ça, la Fédération internationale, de manière moins stricte que le CIO pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais malgré tout, exerce une surveillance très stricte de ces droits commerciaux et de leur respect. Et donc pour éviter d'avoir à faire subir ces contraintes à tous les acteurs qui voudraient célébrer la Coupe du Monde de rugby, nous avons créé un label qui s'appelle le Rugby Festival, qui va être lancé très prochainement au travers d'une plateforme internet qui permettra aux porteurs de projets tout simplement d'y adhérer, pas de se porter candidat. Nous ne sommes pas là pour les sélectionner, mais pour simplement permettre à tous ceux et toutes celles qui veulent créer un événement autour de la Coupe du Monde de le faire en n'utilisant pas la marque Coupe du Monde, mais en utilisant cette marque Rugby Festival. Et puis, cette Coupe du Monde doit être aussi, et c'est important pour nous, une Coupe du Monde avec un impact positif. Quand on dit un impact positif, ne nous racontons pas d'histoire. Organiser un événement majeur de ce type-là avec 2 500 000 détenteurs de billets qui viennent du monde entier pour 600 000 d'entre eux, générera des émissions notamment de gaz carbonique. On ne sait pas transporter des équipes sportives et on ne sait pas transporter des spectateurs de l'hémisphère sud sans émettre
en dehors de l'avion. En revanche, on a fait le choix d'investir dans des programmes d'absorption du carbone. Et c'est une innovation, parce que ça n'avait jamais été fait dans le cadre d'organisation de la Coupe du Monde, en partenariat d'ailleurs avec les collectivités locales et avec des partenaires économiques. Nous avons fait le choix aussi d'investir fortement dans l'économie durable et circulaire, notamment dans la gestion de nos services de restauration au grand public, et pas seulement au grand public, aussi au VIP, puisque nous allons nourrir 2 600 000 spectateurs, plus tous les organisateurs, avec des opérateurs qui vont privilégier les filières courtes de production et locales, et qui vont aussi privilégier la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et de ce point de vue-là, nous avons noué un partenariat avec les banques alimentaires, ainsi que le recyclage des déchets. Et l'autre pilier majeur de notre politique RSE, de notre stratégie RSE, concerne l'engagement en faveur de l'éducation, de la formation et de l'emploi. Et de ce point de vue-là, de manière extrêmement innovante, très originale, et c'est la première fois dans l'histoire d'un grand événement sportif international que ça a lieu, le comité d'organisation a créé, en partenariat avec l'État et les partenaires sociaux, un CFA d'entreprise qui s'appelle Campus 2023 et qui permet la formation de 1427 jeunes sur tout le territoire qui seront en septembre, qui seront à la fin de l'année tous diplômés et qui auront participé à l'organisation de la Coupe du Monde au préalable dans le cadre d'un programme immersif, sachant que 500 de ces emplois ont la garantie d'être pérennisés grâce à des aides de l'Agence nationale du sport et de France 2023 via son bénéfice d'exploitation. Et nous allons aider les autres à trouver des emplois, notamment pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, je crois que le président Lafont est en train de me gronder, donc je vais m'arrêter là. Nous avons aussi un fonds de dotation qui soutient beaucoup d'actions locales et beaucoup de clubs. Et naturellement, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci en tout cas déjà pour ces réponses, enfin pour ces éléments très précis et ces informations que vous nous avez données. J'imagine que ça soulève un certain nombre de questions. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Jean-Jacques Lozach, qui est rapporteur pour avis du budget sport, et dans la foulée à Michel Savin, qui préside le groupe d'études Grands événements sportifs. Jean-Jacques. Bien, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Général du GIP Mondial Rugby pour cette présentation. Je commencerai par une question sur la sécurité, parce que malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'organisation de grands événements sportifs internationaux sans évoquer cette question de la sécurité. Et vous savez qu'on sort d'un débat ici concernant le texte de Jeux olympiques et paralympiques, qui a été essentiellement sécuritaire, et avec des dispositions qui vont d'abord concerner la Coupe du monde de rugby, chronologiquement, avant l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Alors bien sûr, on ne connaît pas le texte définitif, puisqu'il n'est toujours pas passé à l'Assemblée nationale, mais je voudrais savoir quel est le regard, quelle est l'analyse que vous faites d'ores et déjà du texte tel qu'il est sorti de nos débats sénatoriaux, tout en sachant que derrière cette problématique de la sécurité se pose notamment la question de la relation entre les organisateurs et puis les supporters, plus ou moins organisés. Bon. Alors j'ai vu qu'il y avait notamment par exemple, une amicale des supporters du 15 de France, une association des supporters du 15 de France, etc. Je voudrais savoir si ce type d'instance, ce type de structuration de supporters ont été associés à la préparation de cet événement. Deuxièmement, bien évidemment, aujourd'hui, je ne dis pas ce qui domine, parce qu'il ne faut surtout pas généraliser, mais le sport français est quand même traversé par tout un ensemble de crises de gouvernance auxquelles le rugby n'a pas échappé. C'est vrai du côté de la Fédération française de rugby, parce que c'est quand même rarissime, c'est quand même exceptionnel de voir en France un président de fédération sportive démissionner. Bon. Donc c'est tout à fait rarissime, et la fédération représente, cela a été rappelé tout à l'heure, les 2/3 de l'actionnariat du GIP. Donc nous, bien sûr, on vit ça de l'extérieur, mais on a un petit peu de mal
reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y aurait eu aucun impact sur la préparation de la Coupe du Monde de rugby de cette crise de gouvernance. Et puis, en lien avec ce que je viens de dire, j'ai vu que dans votre organigramme, vous avez un comité d'éthique. Et je voudrais savoir si effectivement ce comité d'éthique a été associé, s'est réuni au cours de ces derniers mois, au cours de ces dernières années, parce que je crois qu'on est un certain nombre à souhaiter justement davantage de responsabilité, davantage de prérogatives au sein de ces comités d'éthique internes à telle ou telle fédération ou à telle ou telle structure qui organise des événements de cette importance. Alors par ailleurs, une question sur l'héritage, parce qu'on parle beaucoup de l'héritage olympique, mais je crois que maintenant, pour chaque grand événement sportif, on sera amené à parler de l'héritage. Et je voudrais savoir ce que vous attendez en termes d'héritage, même si vous l'avez plus ou moins abordé tout à l'heure, parce que vous avez débuté votre propos en disant que le rugby se portait de mieux en mieux, je dirais sur le plan mondial c'est vrai, mais sur le plan national c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a une baisse du nombre de clubs et une baisse du nombre de licenciés. Alors c'est vrai que le Covid est passé par là, quoi. Bon, hein. Oui, on peut discuter des chiffres, avec un redémarrage maintenant, mais donc qu'attendez-vous justement en termes d'héritage? Est-ce que vous sentez une véritable mobilisation des clubs, quoi, hein, derrière cette organisation? Et quand je dis d'héritage, c'est notamment en tenant compte de cette expérience qui a été celle de 2007, puisque la France a déjà organisé la Coupe du Monde de rugby en 2007. Et enfin, une dernière question. Bon, vous avez évoqué la dimension budgétaire, je n'y reviens que très partiellement. Je voudrais savoir, parce que vous ne l'avez pas mentionné, mais ce qu'apporte effectivement World Rugby financièrement, ou alors est-ce que c'est simplement le sponsoring qui transite, je dirais, par World Rugby? Et est-ce que vous avez comme ça une estimation à la louche, puisqu'on est ici au Sénat, maison des collectivités et des territoires, est-ce que vous avez une estimation à la louche de ce que les collectivités, globalement, vont apporter à cette organisation, notamment, mais pas simplement, à travers les camps de base? Merci. Ok. Très bien, bah écoutez, Pardon, Monsieur le Président, je vais donner aussi la parole. D'accord, pardon, on répondra après. Ok, allez-y. Merci, Monsieur le Président. D'abord, remercier, Monsieur le Président et le Directeur Général pour l'exposé qu'ils viennent de nous présenter. Moi aussi, je vais revenir sur deux points qui, aujourd'hui, sont pour nous les plus importants. C'est bien sûr la sécurité, mais aussi la billetterie qui peut aussi, aujourd'hui, nous interroger. Sur la sécurité, la première question, elle est un petit peu en lien avec celle que vient de poser Jean-Jacques Lozach. La question, c'est est-ce que avez-vous l'intention d'utiliser les moyens que la loi olympique a actés sur le dernier débat, notamment sur toutes les mesures qui sont liées à la sécurité des personnes, notamment la vidéoprotection, les caméras installées sur les RONF, ainsi que les véhicules et tout ce qui est aussi la sécurité sur les véhicules et les entreprises de transport public. Donc, quelle relation avez-vous parce que là, ce n'est pas un site, hein, c'est différentes villes qui sont concernées avec des moyens de transport complètement différents. Certains ont des métros, d'autres des transports par tram et autres. Donc, tout ça, est-ce qu'il y a un travail qui est fait spécifique par ville au niveau de la sécurité? Deuxième point sur la sécurité. Ça concerne, bien sûr, vous avez parlé des stades, mais qu'en est-il des camps de base, mais aussi des fan zones? Est-ce que les collectivités, est-ce que c'est à la charge de l'organisateur, la sécurité dans les fan zones? Mais aussi, il y a des lieux, on sait qu'au niveau du rugby, il y a des lieux, il y a la première et deuxième mi-temps qui se passent sur le stade, et puis il y a la troisième mi-temps qui se passe dans des lieux de rassemblement qui sont bien identifiés dans certaines villes. Est-ce qu'un travail est fait spécifiquement en termes de sécurité autour de ces sites, avec les villes hautes? Troisièmement, toujours sur la sécurité, est-ce qu'il y a une partie qui est à la charge des collectivités en termes de sécurité, notamment sur la sécurité privée? Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y aurait pas normalement de problème, mais on sait que c'est un métier qui est en tension, hein. Les sociétés de sécurité ont du mal à recruter, à former des personnels. Bon, c'est vrai que dans une période peut-être plus propice et puis dispersée sur différents sites, ce qui peut permettre peut-être de pouvoir répondre à votre appel d'offres. Donc, où en est votre appel d'offres et comment se situe cette organisation en termes de sécurité? Et puis, maintenant, sur la billetterie,
Est-ce que vous pouvez nous présenter, parce qu'il y a eu la première vente qui a été faite avec les packages et puis le grand public, aujourd'hui a été mis en place sous votre responsabilité, vous allez le confirmer, la plateforme de revente. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme de revente est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous avez mis en place une sécurité contre la fraude et le marché noir des billets qui peut potentiellement exister, parce qu'on voit que le nombre de billets a été très largement vendu, et donc quand il y a une grosse demande, il y a risque de fraude et de marché noir. Enfin, il avait été présenté au démarrage de cette Coupe du Monde de rugby par la Fédération française de rugby, mais aussi par les organisateurs de France 2023, que certaines équipes, même si elles étaient éliminées du premier tour, resteraient en France, sur le territoire, et organiseraient avec les comités régionaux, avec la fédération, avec les collectivités, des activités. Il resterait la durée de la Coupe du Monde, et que cette présence serait prise en charge par la Fédération française de rugby. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que, parce que ça a été présenté et mis en avant lorsque les communes, les villes, les métropoles ont été candidates pour recevoir des camps de base, et c'est vrai le fait que de recevoir certaines équipes et se dire, même si c'est une équipe, entre guillemets, pas de premier ordre, mais qui peut rester la durée du tournoi, ça va créer une dynamique autour du rugby. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et ce serait intéressant de savoir où ces équipes resteront. Et enfin, dernier point, Monsieur le Président, toujours sur l'héritage, est-ce bien la Fédération française du rugby qui va gérer le montant de l'héritage et qui va mettre en place des actions auprès du rugby amateur, ou est-ce que c'est France 2023 qui va gérer de son côté cet héritage? Merci. Monsieur le Président. Alors, on va se répartir les réponses avec aussi Julien, bien sûr, et Olivier Dimpre, qui est notre responsable de la sécurité. Comme on avait bien imaginé que vous allez avoir des questions sur la sécurité, on s'est dit qu'on allait l'amener, voilà, parce que c'est lui l'expert du sujet. Alors, peut-être déjà sur la gouvernance. Donc, il y a deux sujets sur la gouvernance. C'est effectivement les problèmes de gouvernance de la Fédération française de rugby et les problèmes de gouvernance spécifiques au GIP. Vous l'aviez, Monsieur le Président, mentionné dans votre introduction, avec les événements de l'été qui nous ont amenés à remplacer le directeur général précédent. Alors, donc, sur la Fédération française de rugby, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, parce que parfois c'est pas toujours très clair, c'est qu'en fait, la préparation d'une Coupe du Monde de rugby, c'est la responsabilité d'un comité d'organisation que je préside, dont le directeur général est Julien Colette, qui est une structure qui a pris la forme juridique d'un GIP, d'un groupement d'intérêt public, qui est un comité, finalement, une structure indépendante, une entreprise, en fait, qui prépare et qui travaille pour préparer cet événement, dans lequel il y a effectivement 3 membres fondateurs. Il y a le Comité national olympique sportif français pour 1%, et il y a surtout la Fédération française de rugby pour 67% des droits de vote et l'État pour 32%. Donc nos deux actionnaires, si on prend cette image, en fait, principaux, c'est l'État d'un côté et la Fédération française de rugby. Donc c'est vrai qu'il y a eu les affaires que vous mentionnez depuis l'été, médiatico-juridiques sur la gouvernance de la Fédération française de rugby, mais en fait qui sont des problèmes connexes au comité d'organisation et qui finalement n'ont pas impacté le comité d'organisation, puisque nous on a continué à travailler, les décisions ont été prises, les instances ont fonctionné, on a un conseil d'administration, on a des assemblées générales, on a des comités régaliens dans lesquels participent les représentants de la Fédération française de rugby, et ça a continué finalement. Alors c'est vrai qu'il y a eu un buzz un peu négatif sur le rugby lié à ces affaires, mais ça n'a pas impacté la préparation de l'événement, et aujourd'hui moi je peux vous dire qu'on est complètement en trajectoire. On n'a pas pris de retard, tous nos indicateurs sont au vert, on l'a dit, la billetterie a été vendue, les sponsors sont là, l'engouement, on vous a montré quelques chiffres du public français est là, et finalement l'événement est tellement fort que ces problèmes de gouvernance, comme le disait Julien, n'ont pas impacté l'événement, parce que l'événement est plus fort que ce buzz médiatique, et finalement aujourd'hui on avance et on n'a pas eu de retard sur ces sujets-là. Donc ça c'était pour les problèmes de gouvernance qui sont un peu connexes à côté de nous, qui sont ceux de la Fédération française de rugby. Après, on a eu nos propres problèmes de gouvernance. Alors là, quelques éléments factuels. Donc, l'histoire a démarré avec des articles de presse qui, effectivement, ont souligné un management qui avait été qualifié comme négatif, pour ne pas employer d'autres termes. Dans la foulée de ces articles de presse, la ministre des Sports a immédiatement bien réagi en diligentant 2 choses. Le premier, c'est a saisi le comité d'éthique du GIP
Donc ça, c'est les propres instances de gouvernance du GIP qui ont fonctionné. Donc il y a eu une saisine par la ministre du comité d'éthique et parallèlement, il y a eu une saisine de l'inspection du travail. Donc il y a eu 2 missions qui ont été lancées. La première, donc le comité d'éthique, présidé par un haut magistrat en retraite qui est Alain Pichon, qui a présidé la Cour des comptes. Donc c'est un personnage qui a une crédibilité affirmée et qui fait autorité sur ces sujets-là. Donc il a produit un rapport du comité d'éthique qui nous a été remis exactement le 19 août. Et à la lecture de ce rapport, parce qu'en fait on ne voulait pas uniquement prendre des décisions basées sur des articles de presse, on voulait avoir des approches objectives de ce qui s'était passé. Donc ce rapport du comité d'éthique a été très très bien construit. Il y a eu 19 personnes et une centaine de personnes dans le comité d'organisation. Donc il y a eu 19 personnes qui ont été auditionnées et donc a confirmé en fait les articles de presse. Donc à la lecture de ce rapport, qui ont confirmé des pratiques managériales alarmantes et donc qui mettaient en danger la sécurité et la santé des salariés. Donc nous avons pris nos responsabilités au sein du conseil d'administration et donc on a mis à pied le directeur général. Donc ça a été la première étape, donc la mise à pied du directeur général qui a été effectuée le 29 août. Et c'était une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du rapport définitif de l'inspection du travail. Et que nous avons eu début octobre et qui a conduit là à la deuxième étape qui a consisté à ce qu'on licencie le directeur général. Alors comme c'était un contrat à durée déterminée, la formule juridique a été la rupture anticipée de son contrat de travail, mais en fait c'est un licenciement pour faute grave justifié par ces 2 rapports, celui du comité d'éthique et celui de l'inspection du travail. Donc c'est une approche tout à fait rationnelle qui a été faite et je pense que c'est assez satisfaisant de voir que ce sont les instances propres à la gouvernance du GIP qui ont dans un premier temps fonctionné au travers de ce comité d'éthique, puis après le rapport de l'inspection du travail. Et donc cette procédure a été tout à fait conforme à la fois au droit du travail et au droit également public, puisque nous sommes un groupement d'intérêt public. Donc on a fait les choses tout à fait dans l'ordre, en toute transparence et en respect parfait de la réglementation pour produire donc cette décision qui a consisté de façon unanime avec tous les membres fondateurs. Il y avait la Fédération française de rugby, l'État et bien sûr aussi World Rugby qui a été partie prenante dans le processus de décision, donc qui nous a amené à prendre cette décision de changement de la gouvernance. Et en miroir, donc moi j'ai donc été amené à proposer un plan d'action suite au départ du directeur général. Et donc ce qui a été proposé, ce que j'ai proposé aux membres fondateurs, c'est de mettre en place une gouvernance collégiale. Donc avec un président qui jusque-là était un président tout à fait non exécutif et très peu impliqué sur la conduite du dossier. Moi, je n'avais pas de bureau, je n'étais pas présent régulièrement dans les instances de fonctionnement. Donc un président plus opérationnel, plus présent dans le pilotage du comité d'organisation. Un directeur général, donc, qui est Julien Colette, et une directrice générale adjointe, Martine Nemesek, qui pilote plus particulièrement l'organisation du tournoi. Donc aujourd'hui, on préside cette gouvernance de façon collégiale, transparente, et on a remobilisé en fait tous les acteurs, toutes les parties prenantes autour du projet. Et encore une fois, on n'a pas pris de retard et on a complètement mis en place tous les éléments nécessaires à l'organisation successful de cet événement. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les sujets de gouvernance. Peut-être un mot, parce que vous l'aviez mentionné aussi dans votre introduction, sur le résultat économique de l'événement. Julien a mentionné les dépenses, il a mentionné également les recettes. Au final, aujourd'hui, après avoir fait un travail en profondeur de revue budgétaire, là, qu'on vient de présenter à notre conseil d'administration il y a 15 jours, on est capable d'affirmer qu'on va sortir un résultat économique, un résultat financier de l'événement, qui sera entre 45 et 50 millions. Donc c'est un chiffre très très bon, puisque déjà dans le monde des grands événements sportifs, c'est pas toujours évident d'avoir des grands événements sportifs qui sont positifs. Nous, on sera nettement positif, entre 45 et 50 millions d'euros. Et si on peut le resituer par rapport à d'autres événements comparables, pour nous, les meilleures références, c'est la Coupe du Monde qui avait eu lieu en France en 2007 ou celle qui avait eu lieu en Angleterre en 2015. Et ces 2 Coupes du Monde ont laissé autour de 36 millions d'euros de l'époque. Donc avec un résultat autour de 45 à 50 millions, on peut dire qu'on aura une Coupe du Monde qui sera très profitable. Et comme vous le savez, ce résultat, nous, on n'a pas d'actionnaire qu'on va rémunérer. L'actionnaire qu'on rémunère, c'est le rugby français, puisque finalement le résultat est ensuite redistribué à l'euro près au développement du sport en France. Donc c'est le sujet de l'héritage
que vous avez mentionné aussi, et donc qui fera l'objet effectivement d'une politique de redistribution de ces 45 à 50 millions à l'ensemble du rugby français. Donc voilà ce que... peut-être là, je passerai la parole à Julien pour vous expliquer. C'est un process assez complexe qu'on a mis en place sur la manière de redistribuer l'héritage à la famille du rugby, la fédération, la Ligue nationale de rugby, mais aussi les collectivités, les villes et les métropoles hautes qui ont été partie prenante dans l'opération. Peut-être, Julien, tu peux détailler ça? Oui, merci Jacques. Effectivement, pour commencer à répondre sur l'héritage, premièrement, il faut dire que le bénéfice d'exploitation des opérations d'organisation du tournoi va être supérieur à 60 millions d'euros. Les entre 45 et 50 millions d'euros dont parle Jacques Rivoal sont le résultat après prise en compte de Campus 2023, de l'économie de Campus 2023, qui n'était pas prévue par définition dans le dossier de candidature. Donc quand le dossier de candidature affichait un résultat de 68 millions d'euros, évidemment sans anticiper les impacts de l'inflation actuelle, nous allons dégager sur ce périmètre-là plus de 60 millions d'euros. Donc cet événement va être très profitable. Et effectivement, comme le prévoit la Convention constitutive et l'intention de départ des membres fondateurs, la FFR et l'État, la totalité de l'héritage, donc de ce qu'on appelle le bonus de liquidation du GIP, mais ce qui équivaut au bénéfice d'exploitation, ira à des actions de développement du rugby sur tout le territoire. Et non pas à des frais de fonctionnement de la Fédération française de rugby ou de la Ligue nationale de rugby ou de je ne sais qui. Uniquement des actions de développement du rugby. Dans ces actions de développement du rugby, 9 millions sont déjà fléchés vers des aides à l'emploi pour pérenniser 250 emplois d'apprentis, sachant que l'Agence nationale du sport va débloquer la même somme pour aider à la pérennisation de 250 autres emplois d'apprentis de Campus 2023. Par ailleurs, autour d'une quinzaine de millions d'euros doivent être, selon des modalités qui sont en cours de définition avec les services de l'État, doivent être dédiés à l'aide au centre de formation des clubs pro. Comme vous le savez, les clubs pro, en s'appuyant sur le réseau amateur et sur la politique de formation de la Fédération française de rugby, forment beaucoup de jeunes joueurs tous les ans, très talentueux, qui constituent une réserve pour le 15 de France qui permet le succès du 15 de France. Donc ils contribuent à la performance du rugby français de manière très forte. Ils permettent à des jeunes passionnés de rugby de faire valoir leur performance dans des centres de formation tout en poursuivant des études dans le cadre d'un double projet. Et donc dans ce cadre-là, il est important qu'au titre de l'héritage, un montant important soit apporté en soutien, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros. Le solde va être réparti entre les collectivités locales à hauteur de 30% du montant pour des projets d'investissement en lien avec des clubs amateurs ou des organes déconcentrés de la fédération. Et au-delà de ces 30%, des aides vont aller directement aux clubs amateurs pour des projets qu'ils sont capables de développer eux-mêmes, sachant que, vous n'êtes évidemment pas sans l'ignorer, les clubs amateurs sont très rarement propriétaires des infrastructures, des équipements, voire des matériels. Et donc ce sont les collectivités, particulièrement les communes ou les EPCI, qui porteront la plupart du temps ces projets et qui bénéficieront en premier lieu de ces aides. Mais pour bénéficier de ces aides, elles devront y associer obligatoirement ou un club ou un organe, un comité départemental de rugby ou une ligue régionale de rugby. Un comité héritage est en cours de constitution et rendra un avis sur chaque projet. Et chaque projet fera aussi l'objet d'un avis préalable du comité d'éthique avant que le conseil d'administration l'approuve. En termes de gouvernance, aujourd'hui, les instances se réunissent tous les mois et demi. Nous rendons compte
Voilà, le pouvoir exécutif rend compte devant le Parlement du GIP. Tous les mois et demi, nous avons parlementarisé le fonctionnement du GIP et nous nous en portons très bien. Concernant le fait, pour répondre aussi au sénateur Savin, le projet de faire rester des équipes perdantes sur le territoire jusqu'à la fin du tournoi. C'était une belle promesse. Voilà. Mais qui n'avait pas été malheureusement prise sans consulter ni World Rugby, ni les fédérations nationales. Et il se trouve que les fédérations nationales dont sont originaires ces équipes nous ont expliqué que c'était quand même très embêtant de garder en France des joueurs qui devaient rejoindre des championnats nationaux au plus vite. Et donc nous n'avons pas donné suite à cette proposition qui par ailleurs n'était pas financée. Concernant la billetterie, donc nous avons fait le choix effectivement de créer une plateforme officielle de revente qui est la seule plateforme qui garantit aux détenteurs de billets de pouvoir revendre leurs billets de manière légale, c'est-à-dire sans risque d'être poursuivi pour cause de marché noir et sans risque aussi et pour les acheteurs d'acheter des billets qui soient de vrais billets et pas des billets manipulés ou des copies, etc. etc. Cette plateforme de revente, elle n'autorise la revente qu'au prix facial de vente du billet, avec l'application, je l'ai dit, d'une participation aux frais de l'ordre de 10%. Donc, ce qui n'évite pas le marché noir, puisqu'il y a la tentation de revendre plus cher sur d'autres plateformes. Et pour ça, nous avons mis en place un système de détection, de suivi des plateformes type Viagogo, qui ont tendance à donner de la place au marché noir, et nous les poursuivons en justice dès lors que nous détectons des mouvements, des transactions anormales, et nous avons obtenu très récemment une décision de justice favorable contre Viagogo, et nous le ferons contre d'autres plateformes au besoin. Il faut souligner que de ce point de vue, la billetterie, le fait qu'on maîtrise la billetterie est essentiel, et ça fera le lien avec vos questions portant sur la sécurité, pour garantir des conditions optimales de sécurité à l'événement sur deux plans. Le premier, c'est qu'on maîtrise les données clients. On l'a dit, ça permet à la fois de n'éditer que des billets électroniques et donc de ne pas avoir de problématiques de contrôle de billets imprimés et de billets papier. Et ça permet aussi d'accroître la cybersécurité de l'événement, qui est aujourd'hui la menace majeure qui pèse en fait sur l'organisation de l'événement. Nous travaillons de manière très étroite avec le centre de renseignement olympique qui est rattaché à la CNSJ, et les fonctionnaires de police du centre de renseignement olympique ont identifié comme menace principale le risque cyber, plus que les risques d'attentats, d'attaques terroristes ou de délinquance. Donc ce risque-là est vraiment parmi nos priorités à traiter. Nous travaillons de ce point de vue-là de manière très étroite avec l'ANSSI. Nous faisons aussi appel à un prestataire spécialisé pour identifier les failles éventuelles de sécurité dans la gestion de nos systèmes d'information, sachant que de ce point de vue-là, le principal système d'information qui mérite une attention particulière, c'est le système de contrôle des accès au stade. Catastrophe majeure, ce serait que le système de contrôle d'accès au stade s'effondre juste avant un match majeur. Donc nous concentrons nos efforts sur la sécurisation de ce système, et ce qui nous aide, c'est de maîtriser le système de billetterie en amont et de pouvoir communiquer de manière très étroite avec les détenteurs de billets. Donc des audits sont pilotés par l'ANSSI sur chacun de ces systèmes d'information, en particulier sur le contrôle d'accès, et rattaché à notre centre principal des opérations à l'état-major du tournoi, pendant le tournoi, sera créé un centre des opérations de sécurité, notamment un centre des opérations de sécurité de cybersécurité. Donc ça permettra de suivre ces sujets-là de manière permanente, en veille permanente, et nous sommes en veille permanente sur cet aspect-là. En matière de sécurité,
Alors effectivement, il y a quelques groupes de supporters organisés, mais ce n'est pas quand même la culture du rugby, hein, contrairement à celle du foot. Donc de ce point de vue-là, nous avons quand même des relations avec les fédérations nationales, en particulier les fédérations des îles britanniques, hein, dont vont être originaires beaucoup de fans, donc pour connaître leurs habitudes, etc., etc. Nous savons aussi, par le biais de sondages auprès des détenteurs de billets, puisque nous détenons leurs données, que ceux-ci vont passer plusieurs jours en France, généralement en famille ou entre amis, avec un budget conséquent pour passer du temps dans le pays, profiter de sa gastronomie, de son patrimoine, etc. etc. Donc on ne va pas être dans une logique de déplacement de supporters ciblé sur une période très courte, avec l'idée uniquement de fréquenter une rue de la Soif un soir et de repartir sans avoir forcément dormi dans un hôtel. Là, notre public est constitué de personnes venant de l'étranger qui ont tous des chambres d'hôtel, qui ont un pouvoir d'achat assez élevé, qui ont prévu de venir passer, de séjourner en France de manière assez durable. Donc, ce qui nous permet quand même de cibler les risques de débordement avec le centre de renseignement olympique de manière assez fine et fiable. Et concernant le public de supporters, on est aussi français, on est aussi en lien évidemment avec les clubs pro dans quasiment chaque ville haute. Hein, il y a des clubs pro de rugby qui connaissent bien leur public. Concernant la sécurité des villages du rugby et des rues de la Soif, puisque je crois que le sénateur Lozach parlait de ça, concernant la pardon, sénateur Savin, pardon. La sécurisation. Je vous rappelle que nous sommes enregistrés. La sécurisation des zones de célébration est effectivement de la responsabilité des collectivités locales, mais en lien avec les forces de sécurité intérieure et avec notre soutien en termes de conseils, naturellement, dans le cadre de coordination. Et de ce point de vue-là, des comités de pilotage ont été mis en place avec les préfectures dès le début de l'année 2022, avec des groupes de travail thématiques liés aux mobilités, à la sécurité des zones de célébration, à la sécurité des stades, etc., etc. Donc sur chacun de ces sujets, la coordination des acteurs est très étroitement assurée. Ceci étant, je pense que les collectivités, en l'occurrence, sont un débat avec l'État sur le coût de prise en charge de la sécurité des fan zones et le rôle des forces de sécurité intérieure dans cette prise en charge. Mais c'est assez classique. Et concernant les zones de célébration autres, les préfets sont très attentifs à ce que les villages de rugby soient les zones principales de célébration et que le maximum de fans puissent se réunir dans ces zones qui sont plus faciles à sécuriser que des zones disséminées. Et donc aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles sur le territoire de la métropole européenne de Lille, on n'a pas encore de zone de célébration identifiée, les préfets souhaitent privilégier les zones de célébration officielles. Ce qui n'interdit pas évidemment aux fans de fréquenter les bars, les pubs, etc., et les restaurants. Mais là, en lien avec les organisations professionnelles, notamment l'UMI, on essaie de coordonner avec les préfectures des dispositifs de sécurité qui permettent de cibler, d'identifier les zones privilégiées de réunion des fans de rugby. Voilà, on les connaît à Paris, on les connaît ailleurs, on les connaît à Toulouse, etc., etc. Donc elles sont relativement bien identifiées, mais c'est vrai que là, il peut y avoir un risque. Peut-être pour terminer sur l'aspect sécurité, les appels d'offres sont en cours, la passation des appels d'offres est en cours de finalisation. Vraiment, c'est une histoire de jours. On a identifié, bien sûr, quelques fragilités. On n'est pas inquiet en général parce qu'encore une fois, le nombre d'agents de sécurité qu'on cherche et leur déploiement sont assez usuels sur le marché de la sécurité privée en France. Ceci étant, même s'il n'y a que 20% des détenteurs de billets qui seront des femmes, on a un sujet de mobilisation d'agents femmes. Donc aujourd'hui,
on n'est pas encore sûr d'avoir le nombre d'agents femmes suffisant pour contrôler les 20% de détentrices de billets. Mais on y travaille avec la filière, avec les filières locales, avec le soutien de l'État et des préfectures, et du CNAPS en particulier, et de ses antennes locales. Et puis on a identifié 2 villes, surtout deux métropoles, où, lié à des spécificités locales, on aura besoin de prolonger l'appel d'offres de gré à gré, parce que par exemple, le FC Nantes a constitué un service de sécurité interne qui ne lui permet pas de répondre à nos appels d'offres. Et donc aujourd'hui, on doit passer par d'autres biais pour travailler avec les sociétés de sécurité. Mais c'est vraiment lié à un contexte local. Voilà, en espérant n'avoir rien oublié, Monsieur le Président. Si, il y a juste un point sur la participation du World Rugby, oui, la participation financière. Tout à fait, et les collectivités locales, pour répondre au sénateur Lezac. World Rugby ne participe pas financièrement puisque c'est nous qui achetons des droits à World Rugby à hauteur de 200 millions d'euros de droits d'organisation, enfin de 196 millions d'euros exactement, plus les droits liés à l'organisation des prestations d'hospitalité, qui sont de l'ordre de 90 millions d'euros. Donc nous contribuons au financement du rugby mondial à hauteur de 280 millions d'euros. Ce qui est d'ailleurs vertueux, puisque ces 280 millions d'euros vont principalement aux fédérations en développement, et non pas aux fédérations déjà professionnelles. Premièrement. Deuxièmement, seul World Rugby se finance avec 5 sponsors, mais pas avec les autres. Les autres sponsors nous financent, nous, directement à hauteur de 80 millions d'euros. Et enfin, les collectivités locales nous finance directement à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros, donc sur les 200 millions d'euros de dépenses d'organisation strictes hors les droits, et sur les 340 millions d'euros de recettes, enfin 440 millions de recettes, pardon, donc c'est un montant assez modeste, mais qui ne prend pas en compte la mise à disposition d'installations, notamment des camps de base et des stades. Donc il y a un effort plus élevé en réalité. Donc le soutien des collectivités locales est important, et c'est pour ça que nous travaillons avec elles de manière étroite sur l'héritage, pour qu'elles bénéficient directement de retours en termes d'héritage, notamment au bénéfice des clubs qui sont sur leur territoire. Merci. Allez, je vais prendre toutes vos questions, vous demandant d'être assez synthétique, et en commençant par le supporter de Brive, Pierre Ouzoulias. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois vous dire que j'ai été particulièrement intéressé par votre allocution, parce que pour moi, le rugby, ce n'est pas seulement un sport, c'est un art de vivre, c'est une philosophie de la vie. Donc vous nous parlez de célébration, pour moi c'est une cérémonie quasi culturelle qu'il faudrait organiser. Bon, je repasse en mode parisien, Monsieur le Président, vous m'excuserez. Pour célébrer l'esprit rugby, je voudrais dire que c'est aussi l'esprit du Sénat. Parce qu'ici, nous avons des affrontements, parfois un peu vifs, mais nous respectons les règles et l'arbitre. Nous respectons l'adversaire, et nous avons des troisièmes mi-temps. Donc il y a quelque chose de proche entre l'esprit rugby et l'esprit du Sénat. Moi, je voulais surtout vous féliciter, parce que vous avez rafuté les assauts de mes collègues, mais moi je voulais vraiment vous féliciter, et très sincèrement d'avoir mis cette compétition sous l'esprit général de la fraternité. Parce qu'un événement sportif, c'est d'abord ça. C'est la rencontre sur le terrain, la rencontre à l'extérieur du terrain, de personnes qui ont des cultures différentes, mais qui partagent un même enthousiasme. Et je pense que c'est vraiment très fort d'avoir insisté. Je suis aussi très content de cette idée d'avoir mis en place le Rugby Festival, donc, qui permet de sortir du carcan un petit peu étroit de l'organisation très réglementée, pour permettre une participation plus large. Et très sincèrement, il faudrait que vous mettiez à contribution les élus, pour que chacun dans leur territoire, je suis prêt à le faire dans les Hauts-de-Seine, vous aide à initier auprès des collectivités
une relation qui permette justement de faire vivre. Voilà. Alors je dis ça alors que Brive va affronter le Racing samedi et que ça va sans doute pas très bien se passer. Merci Monsieur le Président. Annick Billon. Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux pour la présentation et les réponses aux nombreuses questions qui ont déjà été posées. Moi je voulais juste peut-être revenir, puisque je préside la délégation droits des femmes au Sénat, revenir sur un joueur sur 4 finalement qui est une femme. Et je voulais d'abord savoir si cette statistique était le fruit d'un travail des instances du rugby et comment vous expliquiez également que finalement cette montée en puissance des femmes dans le sport du rugby ne se retrouvait pas au niveau des spectateurs. Est-ce que vous aviez au niveau de la billetterie une politique finalement d'ouvrir sans avoir la volonté finalement d'avoir des offres qui s'adresseraient peut-être plus à des familles, plus à des femmes? Est-ce que c'était ce résultat-là? Ensuite, j'avais une question également sur le modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce modèle économique que vous nous avez présenté, qui repose essentiellement sur la billetterie, finalement est le même modèle économique dans tous les grands événements sportifs? Et puisque j'imagine que non, et voilà, mon voisin d'en face souffle la réponse, donc peut-être qu'il pourra y répondre à votre place, Monsieur le Président. Et puis j'avais des questions sur éventuellement, on a vu il y a 9 sites. Est-ce qu'il y a un ratio par rapport à un nombre d'événements pour les matchs, pour les sites, pour les spectateurs, au niveau d'un équilibre financier? C'est-à-dire que vous avez choisi 9 sites. Est-ce que c'est le modèle économique qui fonctionne, ou est-ce qu'au-delà, c'était en termes d'équilibre financier, c'était plus compliqué à gérer? Et j'ai pu constater dans votre présentation que sur les sites, il y avait une jauge qui était très différente, c'est-à-dire qu'on varie quasiment du simple au double. Donc, est-ce que la sécurité demande... en fait, c'est multiplié par 2 lorsqu'on passe du simple au double, ou multiplié par 3. Comment vous gérez cette sécurité sur des sites extrêmement différents, et également les capacités de transport, puisque nous sommes évidemment, lorsque vous êtes à Paris ou vous êtes à Nantes, les capacités sont différentes. Moi, j'ai noté aussi que la Bretagne était très absente du public. C'est pas une terre de rugby au cœur, mais bon, Nantes, finalement, vous avez cité Nantes et la Loire-Atlantique. Donc, est-ce que vous n'expliquez pas l'absence aussi par l'absence de sites sur lesquels il va y avoir des compétitions? Est-ce qu'il y a un lien entre compétition et participation du public? Et puis peut-être une question un peu plus impertinente sur la slide qui faisait référence aux jours de repos, puisque en 2015, il y avait 331 jours de repos. En 2023, il y en aura 441. Donc, comme on est dans une période où on évoque beaucoup le travail actuellement, ben écoutez, quid, les joueurs sont-ils fatigués en 2023? Max Brisson. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas me forcer à prendre l'accent du Sud-Ouest, ça doit venir tout seul. D'abord, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, pour vos réponses très très précises et pour les informations que vous avez données sur l'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Je dirais à mes collègues que ça fait grand plaisir que l'on parle de rugby, parce qu'il y a dans cette commission une sorte de lobby du football qui nous a imposé pendant des mois et des mois de ne parler que de ballon rond. Donc merci de nous permettre de parler un petit peu de ballon ovale ce matin. Mon intervention, je vous le dis tout de suite, ne signifie aucune nostalgie du rugby cassoulet, ni des troisième mi-temps, ni de la gestion de l'époque des partout-dessus de la Fédération française, mais malgré tout un peu. Je regardais votre tableau tout à l'heure, je suis élu du premier département en nombre d'achats de billets qui n'abrite pas une métropole. Et c'est un peu, mes collègues ont posé des questions très techniques, la mienne sera peut-être un peu plus de l'ordre du politique, sur la politique de déploiement et de développement du rugby dans notre pays. Cependant, parmi toutes les questions techniques qui ont été posées par notre rapporteur et par le président du groupe sport du Sénat, par Jean-Jacques Lossac et par Michel Savert, ils ont beaucoup parlé de sécurité. On ne conteste pas de la nécessité de sécuriser
la Coupe du Monde. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur les risques de cyberattaque et sur la nécessité d'avoir une cybersécurité. Tout cela, on le partage tous. Enfin, moi, j'ai beaucoup fréquenté de matchs internationaux et nationaux. Il m'est arrivé de parler avec les policiers. Je peux vous dire qu'en période de match de rugby, ils sont quand même particulièrement décontractés et plutôt débonnaires. Donc il faut aussi quand même rappeler ce qu'est le public de rugby. Il n'y a pas plus beau public que le public irlandais, par exemple. Je peux vous dire, pour avoir été adjoint au maire en charge de l'espace public dans ma ville de Biarritz, un lendemain de match de Coupe d'Europe, Dieu sait si les brasseurs étaient heureux, mais Dieu sait aussi si l'adjoint en charge de l'espace public était heureux. Il n'y avait pas un panneau de signalétique qui était retourné. C'est aussi ça le public du rugby, et je tenais, moi, cher Pierre, à le dire avec force. Alors, on vous souhaite bien sûr une belle organisation. On souhaite éventuellement, même si samedi, le match a montré qu'il y avait encore du travail, de beaux résultats pour l'équipe d'Andoine-Dupont. Vous avez montré la dimension mondiale du rugby, et vous avez aussi montré, je vous en remercie, la dimension moderne du rugby. Mais je voudrais poser une question un peu d'ordre politique. Le rugby que vous avez décrit, c'est un rugby qui devient mondial, c'est un rugby qui entre dans la modernité, c'est un rugby qui forme les talents, comme vous l'avez répété, comme vous l'avez rappelé, qui a de magnifiques centres de performance, et tout ça c'est important. Mais il y a une autre réalité du rugby, qui a été évoquée par Jean-Jacques Lossac, moins de licenciés, moins de clubs, dans une terre comme la mienne, le Pays Basque, ou le Béarn. On assiste à des fusions de clubs, parce que dans le rugby des sous-préfectures et des chefs-lieux de canton, qu'on ait aujourd'hui une véritable hémorragie du nombre de licenciés. Il y a un vieillissement du public, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez avoué. Donc, la question a été posée, mais je voudrais vous titiller sur un point. La question vous a été posée sur les retombées de la Coupe du monde du rugby, sur le rugby amateur, sur les clubs amateurs, sur le tissu sportif, sur la manière dont a été construit le rugby. Pour autant, quand on regarde vos cartes, quand on regarde votre déploiement, eh bien, on observe une chose, c'est qu'il est profondément métropolitain. Alors je sais que le business, le rugby et les métropoles, ça fonctionne, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'à terme, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, on est en train de se priver de ce tissu de formation que constituaient les clubs amateurs des chefs-lieux de canton et des petites communes? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un écart entre le rugby moderne que vous avez parfaitement présenté et la réalité du rugby amateur? Et les choix que vous avez faits dans cette Coupe du monde de rugby n'écartent-elles pas la réalité, la Coupe du monde de la réalité de ce rugby, avec un terme à risque de priver de vivacité, de priver quasiment de sang nouveau le rugby, dont vous avez par ailleurs décrit l'entrée dans la modernité? Je vous remercie. Non, elle est Biarritz, je crois. Jacques Grosperrin. Merci, Président, et merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé le mot célébrer. Célébrer, étymologiquement, c'est fêter un événement. Et c'est vraiment un événement, en tout cas, c'est 51 jours de fête que vous marquez, mais aussi de sport. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier également que c'est le bicentenaire de la création du rugby, de ce pasteur qui s'est déplacé lors d'un match de foot avec un ballon à la main pour pouvoir marquer. Et c'est vrai que c'est le bicentenaire. Ça peut-être pas été assez dit en tout cas. Et on est loin historiquement en tout cas de ce sport de voyous qui était pratiqué par des gentlemen, parce que les voyous, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas sur le terrain. En tout cas, ce sentiment d'impatience, nous l'avons, et heureusement, parce que nous sommes fiers en tout cas de cette équipe de France. On a été 3 fois en finale, mais on n'a jamais gagné, et je pense que ça aurait du sens qu'on gagne cette fois-ci en France. Alors, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est, vous nous avez fort bien expliqué les choses, et vous avez en tout cas purgé beaucoup de choses, et vous avez bien fait de le faire. Vous n'avez pas esquivé les questions, parce qu'on ne parlera plus des affaires après, on parlera simplement du rugby, et c'est une bonne chose. Mais la première question, c'est, vous nous avez dit 20 nations, 41 jours, du 8 septembre au 21 octobre, 51 jours, pardon. Si on prend, je ne vais pas faire la comparaison avec les Coupes du monde de foot, mais c'est parfois, en tout cas, c'est souvent plus de 30 nations, et c'est un mois. Alors moi, je m'interroge, pourquoi autant de temps, 51 jours, avec moins de nations? Est-ce qu'il y a des...
il y a des choses, je m'interroge pourquoi il faut beaucoup plus de temps, près de 2 mois, pour pouvoir faire cette Coupe du Monde. La deuxième question, peut-être, bon, je ne sais pas la récupération, parce que si on dit ça, les footballeurs vont être fâchés. La deuxième chose, c'est votre prédécesseur, en tout cas en 2017, même s'il avait parlé de bénéfices pour la France à hauteur de 200 millions, vous avez bien expliqué les choses. En 2022, c'était 95, et après le conseil d'administration du GIP, c'est 68 millions d'euros, qui a été redescendu à 40, pour le journal L'Équipe, c'était 40 millions d'euros. Pour vous, aujourd'hui, on a entendu, c'était 45 millions. Quels sont les éléments, en tout cas, quelles sont les méthodes utilisées pour chiffrer cela? Parce que c'est quelque chose aussi qui peut nous interpeller, d'autant que l'Inspection générale des finances, elle est plus prudente, et elle dit que quitte à mobiliser une partie du bénéfice, en tout cas, il faudrait peut-être surtout en garantir la réalisation. Et je crois que ce n'est pas tant ça qui est primordial pour nous. En tout cas, vous avez cette logique économique, et on l'entend bien. Mais ce qui est primordial pour nous, c'est cette belle fête qui soit en tout cas équilibrée. Je vous remercie. Bernard Fialer. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste faire une petite correction sur votre introduction. La Coupe du Monde de rugby, ce n'est pas une répétition, ni même un brouillon des Jeux Olympiques. Ça sera plutôt un exemple, je pense, compte tenu des valeurs du rugby. Moi, j'ai bien apprécié les retombées géographiques avec la répartition sur l'ensemble du territoire. Il y a une deuxième répartition géographique qui est plus micro. C'est celle, on sait que le rugby, Max Brisson l'a dit, c'est un recrutement rural pour un sport d'élite métropolitain dans les grandes villes, compte tenu de l'économie. Il y a quand même une partie un peu du territoire qui est moins concernée, qu'on arrive moins à pénétrer, c'est celui des banlieues. Alors certes, il y a des beaux exemples, comme ce que fait le club de Massy, par exemple, mais il y a un vrai travail. Est-ce qu'il y a un travail spécifique qui va être fait justement pour sensibiliser des populations qui ne sont pas forcément très acculturées par les valeurs du rugby? Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai bien entendu, vous m'avez rassuré sur les problèmes de billetterie et de revente, parce que lorsqu'on vend beaucoup de billets très à l'avance, on pouvait être inquiet sur le problème de la revente des billets. Après, il reste 2 choses pour moi, c'est un risque et un fléau, savoir comment vous y faites face. Le risque, c'est le rugby est un sport, on dit viril mais correct, mais qui malgré tout est quand même de plus en plus violent. Et une des raisons d'ailleurs un peu qui a été analysée de la désaffection un peu du rugby, c'est lorsqu'on voit les chocs et les traumatismes qui peuvent être subis, quels sont le fait qu'on ne souhaite pas que les enfants aillent pratiquer à un haut niveau ce sport. Et ce qui serait dramatique pour cette Coupe du Monde, hein, si c'est une réussite sportive, c'est qu'il y ait par exemple des traumatismes qui marquent un peu avec des joueurs qui gardent des séquelles. Et je pense que là, tout le bénéfice qu'on pourrait retirer de cet événement pourrait tomber à l'eau. Deuxième chose, c'est le fléau du dopage qui maintenant touche tous les sports, et savoir s'il y a des choses particulières qui vont être faites, comment ça va être traité pendant cette Coupe du Monde. Voilà. Après, pour rassurer notre collègue Billon, Annick Billon, et sur les propos de Max Brisson, le rugby, c'est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen qui savent, les hommes savent aussi acheter des places pour offrir aux femmes pour qu'elles puissent venir assister au match. Thomas Dessus. Oui, merci Monsieur le Président, merci. Excusez-moi de vouloir intervenir. Merci messieurs pour vos informations et vos réponses très complètes. Effectivement, on est très heureux d'accueillir la Coupe du Monde de rugby, notamment à Lyon, puisqu'on accueille les All Blacks, qui vont notamment, normalement avec leur parcours, avoir le temps de visiter Lyon et même le Beaujolais, je pense, vu leur parcours. Moi, je voulais revenir sur la sécurité, puisque ça nous a beaucoup occupé dans la commission au moment du fiasco du Stade de France et la finale de la Ligue des Champions. Et est sorti cette semaine un rapport de l'UEFA qui, grosso modo, reprend beaucoup de nos analyses, nous, au Sénat, qui cite d'ailleurs notre rapport. Et parmi les recommandations, ou parmi ce qui était pointé, le mauvais dialogue entre les autorités et les supporters, le manque d'information entre les deux, et notamment au moment où il a fallu
réorganiser un peu enfin, agir pour maintenir l'ordre, et l'utilisation des gaz lacrymogènes qui a provoqué l'incompréhension d'un grand nombre de supporters anglais, et l'UEFA pointe un déficit de dialogue entre les autorités et les supporters. Est-ce que c'est une recommandation que vous avez, est-ce que déjà vous avez intégré un certain nombre de choses qui ont été dites dans ce rapport ou dans le rapport du Sénat, et est-ce que ce dialogue, puisque vous l'avez montré, la moitié du public est international, est-ce que ce dialogue entre les spectateurs et les forces de l'ordre, et est-ce que la question du maintien de l'ordre et de la doctrine de maintien de l'ordre est actuellement en discussion? Voilà. Claude Kern. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Beaucoup de questions ont déjà été posées, donc je vais être très bref. Je ne vais pas rajouter à cette liste de Prévert. Mais juste, je dirais vous remercier, vous féliciter d'avoir tenu compte du rapport de nos deux commissions respectives, la commission des lois et la commission de la culture, en ce qui concerne les événements survenus au Stade de France, en mettant en place cette fameuse billetterie nominative, dématérialisée et infalsifiable. Donc, merci à vous, parce que nous l'avons repris au niveau du projet de loi Jeux Olympiques. On a été rapporteur de la commission sur le projet de loi, et c'est effectivement l'amendement qui nous a proposé. Jean-Raymond Guenet. Merci, Président. Rassurez-vous, je laisserai les évocations caricaturales de mes collègues Max et Jacques impunis pour le moment, pour ne pas engager une polémique. Mais merci pour vos informations, messieurs. Moi, il se trouve que par amour profond d'un sport qui se joue avec un ballon qui ne rebondit pas dans tous les sens, je parcours l'Europe et dans des très grands stades. Voilà. Partout, j'y suis accueilli sans problème. Des flux de 70 à 80 000 supporters y sont chaque semaine accueillis sans aucun problème, dernièrement encore au stade San Siro de Milan pour assister au derby de la Madonnina, entre deux clubs qui se détestent, des supporters qui se détestent, sans aucun problème. Et ça, c'est toutes les semaines. Dès qu'on organise un événement sportif de cette taille en plus, dans notre beau pays, on a toujours l'impression que ce sont les 12 travaux d'Hercule. Ma question est simple, je voulais savoir si le GIP est en relation avec justement ces organisations, qu'il s'agisse de football. Il y a 38 millions de licenciés au monde, je le rappelle. Est-ce que vous êtes en rapport avec ces gens qui savent faire depuis des lustres, dans des stades bien plus grands que les nôtres, organiser ces événements? Est-ce qu'il y a des rapports techniques entre ces instances et les vôtres? David Assouline. Oui, moi aussi, je veux remercier nos deux intervenants de ce matin qui nous ont donné de façon assez précise quand même comment les choses vont se passer et comment elles ont été organisées. Merci beaucoup pour ça. Beaucoup ont présenté cette Coupe du Monde, et en général les Coupes du Monde de rugby avant les JO, un an avant, puisque Tokyo c'était pareil, bon, comme une espèce de répétition générale d'un moment qui va être encore plus grand, plus intense, d'accueil. Bon, on voit bien que les problématiques, et vous l'avez bien fait remarquer, sont un peu différentes. D'abord, tout ce que nous, on a pu constater de difficultés, parce que ça percutait les festivals culturels, etc., c'est hors période estivale. Ensuite, il n'y a pas une concentration de 80% de ce qui va se passer à Paris et en Seine-Saint-Denis. Bon, donc les problématiques et de sécurité, de flux, de transport, etc., sont assez différentes, même s'il y aura des aspects comme ça, oui, d'accueil de millions de personnes qui peuvent être similaires. Aussi, l'étalement dans le temps. Je trouve très bien, je ne sais pas qui l'a décidé, comment, etc., mais le fait que ça dure 2 mois pour faire que chaque athlète ait 5 jours de récupération, c'est enfin considérer que le spectacle,
la performance c'est bien, mais ça ne peut pas être au détriment des corps des athlètes. Et cette façon de chercher toujours la performance peut atteindre à la santé des athlètes, et on le voit beaucoup dans plein de domaines du sport. Et à un moment donné, c'est l'humain qui doit reprendre sa place, et même si ça prolonge, j'ai vu quand même de façon importante la compétition. Après, il y a des questions. Il y a une question, vous ne répondez pas, alors peut-être parce qu'il y a enquête, etc. Mais et le président Lafont et mon ami Lozac vous ont posé la question. Même s'il n'y a pas d'impact sur la vente des billets, sur l'image de la compétition que vous êtes en charge d'organiser, la crise de gouvernance de la Fédération de rugby française et de votre organisation est quand même, on aimerait que vous nous disiez votre point de vue. Pourquoi qu'est-ce que vous allez faire pour que ça ne se reproduise pas, etc. Donc, dites-nous si vous voulez ne pas répondre, mais ne faites pas comme si la question n'a pas été posée. Moi, je suis pour qu'on célèbre les fraternités entre le rugby et le football, et donc qu'on n'exagère pas les choses. Parce qu'on a parlé des supporters irlandais quand il s'agit de rugby, ils peuvent boire beaucoup de bière, mais ils sont charmants. Je peux vous dire qu'au football, c'est pareil. J'étais à l'Euro 2016, je me suis retrouvé à Lyon, justement, où l'Irlande jouait contre la France. Dans les tramways, dans les transports avec eux, c'était incroyable. Ils chantaient même du Edith Piaf. Non, mais on sait que les supporters irlandais, c'est pas ceux qui créent des... Bon, il faudrait faire attention à pas considérer que c'est le public qui crée les problèmes seulement, parce que c'est pas du tout ce qui nous a été dit par le rapport. Le rapport qui est sorti hier dit que d'abord c'est l'UEFA et ensuite c'est le ministère de l'Intérieur et les autorités compétentes, préfectures, etc. Et ne dit pas que les supporters de football qui ont été exemplaires, et c'est grâce à eux que ça n'a pas plus dégénéré, et ceux de Liverpool en particulier, qui sont souvent été mis comme les hooligans du football en Europe. Donc il n'y a pas le bon public, celui du rugby, et celui qui est un peu trop populaire des quartiers et des banlieues, qui serait celui du foot. Mais c'est pas aussi caricatural, même si l'ambiance est bonne dans le rugby. Voilà, donc ma question, c'est celle sur la gouvernance, et que vous nous en disiez un peu plus. Dernière intervention rapide de Michel Savin. Promis, Président, rapidement, parce que tout à l'heure, le Président a évoqué les conditions de rupture de contrat de l'ancien directeur général, notamment sur des motifs sur du harcèlement moral. Ma seule question, y a-t-il eu des plaintes du personnel? Messieurs, on vous laisse répondre. Alors, peut-être d'abord, moi je reviendrai sur les deux mots que vous avez cités, la célébration et la fraternité, parce que je pense qu'effectivement ce sont des mots très très forts. La célébration, bon, c'est la fête, et la fraternité, c'est effectivement, c'est pas uniquement parce que c'est un mot qui est inscrit au fronton de nos écoles et de nos établissements publics, mais c'est un mot très très fort, très riche, et je crois que ça colle parfaitement à ce que représente le rugby. Et je pense que, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec cette Coupe du Monde, c'est que finalement ça matche parfaitement avec les valeurs du rugby et avec ce que peut représenter une Coupe du Monde pour les problématiques actuelles de la société. Donc nous, on a été amenés à réfléchir comme toute entreprise, finalement, au sens, à la mission, à la raison d'être d'une organisation, comme celle du comité d'organisation d'une Coupe du Monde, hein, comme le font maintenant les entreprises. Et finalement, on se dit, voilà, on peut modestement, parce qu'il ne faut pas non plus survaloriser ce qu'on peut faire, mais je pense qu'on peut, avec une Coupe du Monde, adresser en quelque sorte les problématiques actuelles de la société. Donc c'est ce plan RSE qu'on vous a montré, là, avec des thèmes qui sont très, très structurants, hein. L'économie durable et circulaire, la formation, l'éducation, l'emploi,
l'environnement, l'inclusion. Voilà, c'est des sujets qui sont des sujets actuels de la société. Et si on résume ça avec ce claim, ou un peu ce slogan qui va nous guider maintenant jusqu'à la Coupe du Monde, hein, célébrons toutes les fraternités, c'est ça. Parce que moi, je pense fondamentalement que le rugby est moderne aujourd'hui et correspond exactement aux problématiques actuelles de la société. Une société qui est fragmentée, une société qui est archépelisée, segmentée, où les gens se referment sur eux-mêmes. Le rugby, ça apporte du lien social. Le rugby, avant tout, c'est le respect, c'est le collectif, c'est l'engagement. Et ça, c'est actuel. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant avec cette Coupe du Monde. Et ça rejoint ce que disait Madame la sénatrice là, qui nous a quittés maintenant. C'est aussi ça, je crois, qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de licenciés dans le rugby augmente, que les femmes, les jeunes filles viennent au rugby parce qu'elles se retrouvent dans les valeurs du rugby, que les familles viennent aujourd'hui acheter des billets et veulent aller voir des matchs de rugby parce qu'on sait qu'un match de rugby, ça se passera bien. Et c'est la fraternité entre les supporters, la fraternité entre les équipes. Dans un match de rugby, l'équipe perdante attend religieusement ou de façon très respectueuse que l'équipe gagnante ait fait le tour des supporters pour les saluer et font une raid d'honneur pour accueillir les perdants et les saluer. Lorsque les Français avaient battu les Néo-Zélandais à l'automne, les All Blacks, respectueusement, et très modestement, ont attendu que les Français aient fini leur tour du stade pour les saluer. C'est ça le rugby. On ne trouve pas ça dans les autres sports. Et moi, j'ai été un ancien joueur de rugby. Je suis encore maintenant éducateur dans un petit club de rugby. J'entraîne des tout petits enfants qui ont 5 ans et 6 ans. Je suis très content de continuer à faire ça, parce que je suis un président bénévole, donc j'ai encore un peu de temps pour faire ça. Et donc, quand je demande aux parents pourquoi vous amenez vos enfants au rugby, alors 50% c'est parce que le grand-père, le père, l'oncle a joué au rugby, mais d'autres, non, c'est pas pour cette raison-là, c'est tout simplement pour les vertus éducatives du rugby. Et ça, c'est très fort, je trouve. Les parents vous disent ça aujourd'hui. Le rugby, ça a des valeurs éducatives, et je pense que c'est ça, modestement, qu'on peut faire avec cette belle Coupe du Monde. Et célébrer les fraternités, c'est tout ça qu'on va faire. Donc on est très content que vous adhériez à ce motto. Donc ça, c'était l'aspect positif. Alors, pour revenir sur votre question, puisque vous y revenez sur la gouvernance, bon, effectivement, on reste un peu pudique sur ces sujets-là pour des raisons évidentes. Écoutez, nous, on n'a pas de légitimité à s'exprimer sur les problèmes de gouvernance de la Fédération française de rugby. Peut-être que modestement, moi, avec mon regard de chef d'entreprise ou venant du monde de l'entreprise, peut-être que le mouvement sportif a besoin effectivement d'évoluer au niveau de sa gouvernance. C'est un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui. On voit bien que par rapport au monde de l'entreprise, il y a sûrement encore des sujets sur lesquels il faut que le monde sportif évolue. Et je pense que des profils comme le mien, des profils comme Julien Colette sont peut-être adaptés effectivement aux problématiques actuelles de la gouvernance du monde sportif. Après, je pense qu'en miroir, pour revenir aux problèmes de gouvernance qui sont spécifiques au GIP, vous comprendrez qu'en miroir, l'organisation ou la gouvernance qu'on a mis actuellement en place a pour but de répondre aux dysfonctionnements qu'on a connus dans le passé, pour rester pudique. Si j'ai proposé, moi, une gouvernance collégiale, collective, transparente, qui vise à associer tout le monde, c'est bien pour répondre effectivement à ce qui avait peut-être dysfonctionné dans le passé. Voilà, donc pour rester encore une fois pudique sur ces sujets-là, parce que je n'ai pas envie de revenir sur ces sujets qui ont été douloureux pour les événements, pour l'événement, et surtout pour les collaborateurs, parce que qui ont souffert de cette période difficile. Voilà ce que je peux vous dire de façon positive sur ces sujets-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on a mis en place une gouvernance qui est adaptée, qui est moderne, et qui est adaptée à la sophistication que représente le pilotage d'un grand événement sportif comme celui-là. Parce que moi, venant encore une fois du monde de l'entreprise, je considère qu'aujourd'hui, un GIP, un comité d'organisation, c'est une entreprise, mais une entreprise éphémère de par sa définition, mais qui est beaucoup plus complexe qu'une entreprise. Parce que le nombre de parties prenantes qu'il faut fédérer autour du projet est très très important, entre les sponsors, les villes hôtes, les collectivités territoriales, l'État, World Rugby, la Fédération française de rugby. Voilà, la mission de notre comité d'organisation, c'est d'arriver à fédérer tout ce monde-là autour de l'événement. Et c'est assez complexe, et ça nécessite une gouvernance et un management probablement plus sophistiqués que ce qu'on avait pu faire dans le passé. C'est ce qu'on essaye de faire modestement aujourd'hui. Voilà, après, peut-être je laisserai Julien répondre aux autres sujets. Peut-être pour rebondir sur ce que disait le sénateur de la Corrèze, on va mettre à l'honneur le territoire corrézien puisqu'on participe à la coproduction d'un film qui va bientôt sortir, qui s'appelle Pour l'honneur,
qui va montrer les vertus éducatives du rugby, et le hasard fait qu'il se passe en Corrèze. Voilà, donc je fais un peu de publicité, mais je pense que c'est important parce que ça mettra en valeur les valeurs éducatives du rugby et ces vertus-là. Monsieur Colette, je vous interromps juste une seconde. Il est sénateur des Hauts-de-Seine, mais aimerait bien être sénateur de Corrèze. Voilà. Mais il a pris l'accent. Oui, j'ai deux. Ben, voilà, j'ai été pris par son accent et navré. Bon. Je comprends mieux pourquoi vous supporterez les deux équipes lors du prochain match. Je comprends bien. Concernant le modèle économique et la sécurité, le fait de choisir des stades dans des métropoles. Premièrement, si nous avions fait un choix purement économique, nous n'aurions organisé les matchs qu'au Stade de France et à Marseille. Alors, c'est vrai que les phases finales ne se passent qu'au Stade de France et à Marseille, mais le but, c'est de réunir quand même, au-delà de l'aspect économique, le maximum de fans. Et aujourd'hui, les deux stades qui dépassent les 60 000 spectateurs et qui sont modernes, adaptés, et d'ailleurs le Vélodrome encore plus que le Stade de France de par sa rénovation récente, ce sont les stades que je viens de citer. Pour le reste, nous avons quand même choisi d'organiser des matchs dans 9 villes hautes, dans 9 stades hautes au total, dans des terres qui sont de rugby et des terres qui ne sont pas de rugby, et dans des stades qui n'ont pas forcément été modernisés récemment. Nous aurions pu aussi ne choisir que les stades issus de l'Euro 2016. Ça n'a pas été le cas. Nous avons choisi des stades qui posent question, qui ont posé question à World Rugby, qui ont posé question aux autorités sportives nationales et internationales pour permettre aux supporters de toute la France de venir voir des matchs, puisque aujourd'hui 80% des Français vivent à moins de 2 heures de route d'un stade. Donc c'était un choix important et qui n'est pas qui est un choix de compromis, mais on doit faire des compromis dans l'organisation d'un grand événement entre le fait de pouvoir permettre au maximum de spectateurs de regarder les matchs à proximité de leur domicile. Ceci étant, nous n'avons pas écarté les territoires. Encore une fois, cette Coupe du Monde est celle des territoires, puisque les camps de base sont répartis sur quasiment tout le territoire. Alors, il est vrai que le Grand Est est le grand oublié, pour plein de raisons, est lié à la faiblesse de la présence du rugby dans le Grand Est. Mais la Bretagne ne l'est pas. L'équipe chilienne sera en camp de base à Perros-Guirec. Le club de l'ERC Vannes participe de manière active à l'animation du territoire. La Bretagne va accueillir la Coupe du Monde de rugby militaire. Il sera soutenu dans ce sens par les autorités du rugby. Donc, il y a un effort très important qui est fait dans ce sens. Et c'est cet effort, d'ailleurs, qui guide la recherche d'un bénéfice, non pas pour assurer la rentabilité économique de l'événement, ça n'aurait aucun sens. Nous sommes délégataires d'une mission d'intérêt général, d'une mission de service public. C'est pour dégager des enveloppes qui vont permettre de financer des investissements en faveur du développement du rugby sur tout le territoire. Et l'équilibre que nous avons cherché dans la revue budgétaire récente, c'est un équilibre entre assurer l'excellence de l'organisation de l'événement, avec tout ce que ça implique en termes de sécurité, en termes de qualité de l'expérience spectateur, et donc de conformité aux standards internationaux que vous citiez très justement, monsieur le sénateur, parce qu'on a tendance dans ce pays, à chaque fois qu'on organise un match, un événement ou quoi que ce soit d'autre, à réinventer la poudre, à ne pas se comparer à ce que font les autres, alors que vous le disiez très justement, les Italiens dans le foot et dans le rugby d'ailleurs sont de plus en plus sont très performants et savent parfaitement faire les choses, et qu'on n'a pas besoin de leur donner des leçons. Mais c'est un point de vue personnel que je me permets d'exprimer parce que je pense qu'il est important. Il est important. Et donc on est aujourd'hui dans une stratégie très forte de coopération avec les autres acteurs. Ce n'est pas parce que nous travaillons de manière très étroite avec World Rugby que nous sommes les valets des Anglais.
tas. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur dans certaines parties du rugby. Je pense que nous avons tout à nous honorer de travailler de manière très étroite avec tous les professionnels du secteur qui essaient d'organiser au mieux des grands événements et de valoriser au mieux ce sport partout dans le monde. Et les bénéfices aussi de cette Coupe du Monde vont profiter à d'autres nations de rugby. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect-là, parce qu'il est important. Et cet équilibre-là, il n'est pas facile à trouver, et c'est pour ça que nous rendons régulièrement compte à nos instances. Et dans notre conseil d'administration siège la FFR, l'État et le CNOSF avec voix délibérative, mais siègent beaucoup de personnalités qualifiées avec voix consultative, dont les représentants des collectivités locales. Et c'est important pour nous de bénéficier de leur retour. Et nous sommes aussi en lien permanent avec les clubs amateurs, sans doute insuffisamment, mais en tout cas, c'est une réalité qu'il ne faut pas cacher. Au-delà des territoires à ADN rugby, qui sont, effectivement, on ne peut pas les oublier, ils sont au cœur de notre stratégie. Effectivement, il faut intéresser aussi les jeunes des banlieues, des grandes villes à ce sport. Et de ce point de vue-là, non seulement nous sommes en relation avec des collectivités, comme le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis, que nous allons visiter encore ce soir pour mettre en valeur leur zone de célébration, mais nous allons aussi lancer un tournoi national des quartiers qui, dans les quartiers des grandes villes, par exemple, avec le soutien de la métropole de Lyon, va permettre d'organiser au pied des tours, de constituer des équipes avec des jeunes au pied des tours qui ne connaissent pas le rugby. Et les équipes gagnantes iront jouer à Marcoussis la finale pendant la Coupe du Monde. C'est une petite pierre à l'édifice, pas suffisante, mais aujourd'hui en équipe de France, il y a de plus en plus de jeunes issus de ces territoires qui sont aussi des exemples et qu'on cherche à valoriser au mieux et de plus en plus. Je vais sans doute oublier des choses pour ne pas me perdre. Concernant les dispositifs de sécurité, pour y revenir, effectivement, on cherche encore une fois à coopérer avec tous les acteurs. Encore une fois, les supporters de rugby ne sont pas forcément organisés comme ceux de foot. C'est d'ailleurs peut-être un exemple à suivre dans le rugby. Donc nous travaillons plutôt avec les acteurs institutionnalisés que sont les fédérations. On essaie aussi de s'inspirer des pratiques qui sont mises en place à l'occasion des championnats. Et encore une fois, on sait organiser aussi des matchs en France, des matchs importants de Ligue 1, de Top 14. L'Euro 2016 s'est plutôt bien passé, je crois. Donc on a cette expérience-là. Analyser la menace de manière très fine et puis à mobiliser des volontaires qui viennent du rugby, qui viennent de tous les territoires de rugby. 4500 volontaires vont sur une réserve de 7000 d'ailleurs, mais 4500 ont été sélectionnés et vont être mobilisés sur tous les territoires. Et en complément, les collectivités, les villes et les métropoles hautes vont elles aussi mobiliser des volontaires qui seront en contact direct avec les spectateurs. Donc des passionnés de rugby vont être en contact direct avec d'autres passionnés de rugby pour les aider à trouver leur chemin, à aller vers la bonne fan zone, à trouver le bon accès au stade, etc., etc. Évidemment en relation étroite avec les services de sécurité, avec les forces de sécurité intérieure. De ce point de vue-là, nous avons adapté les dispositifs effectivement de sécurité en fonction de la taille et de la jauge des stades. Nous mobilisons jusqu'à 1000 agents de sécurité autour du Stade de France pour 300 à la Beaujoire. Voilà, écoutez, j'espère... Peut-être un mot, on n'a pas répondu au sujet sécurité, donc il y avait sécurité des joueurs, on a pris 2 décisions. Ça a été mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a prolongé la durée de la compétition, qui était de 45 jours initialement, on est passé maintenant à 51 jours, tout simplement pour qu'il y ait, pour toutes les équipes, ce qui n'était pas le cas avant, dans le format à 45 jours, une période de 5 jours de repos entre tous les matchs. Avant, ce n'était pas le cas, il y avait des équipes qui jouaient à moins de 5 jours, donc ce n'était pas bon pour la... Contrairement au foot, le rugby est un sport d'engagement, de combat collectif, et il faut récupérer entre 2 matchs, donc 5 jours, c'est fait pour protéger la santé et la sécurité des joueurs. Et en plus, on a augmenté également le nombre de joueurs participants. Avant, c'était 31, maintenant, c'est passé à 33. Donc, il y a 33 joueurs. Donc, là aussi, pour protéger la santé
des joueurs. Et puis l'autre sujet, la dernière question que vous posiez, c'était sur le dopage aussi. Donc on travaille bien sûr avec World Rugby, parce que c'est un sujet fédération internationale, et avec l'agence française sur la lutte contre le dopage. Bien sûr, sur ces sujets-là, il y aura des protocoles spécifiques. Et puis on organisera pendant la compétition, on ne sait pas si c'est la 3e ou la 4e, mais on organisera une opération spécifique sur le dopage, sur la promotion, enfin la lutte contre le dopage pendant les événements pour sensibiliser à ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Juste le dernier point de Michel Savin sur les plaintes. Est-ce qu'il y a eu des plaintes déposées par oui, personnel? alors plaintes, encore une fois, on a fait une investigation par le comité d'éthique. Il y a eu 19 témoignages. Ensuite, il y a eu l'inspection du travail qui a auditionné plus de 60 personnes. On a eu ensuite un autre rapport missionné par notre CSE qui lui a... Donc l'inspection du travail, c'était un rapport de 60 pages. Le rapport du CSE par un cabinet extérieur sur le climat social, c'était un rapport de 120 pages. Il a auditionné 50% du personnel. Donc on est sur 200 personnes. Il y a 100 personnes, c'est énorme quoi, en termes de témoignages. Et effectivement, toutes ces... Alors après, on a eu aussi un rapport de l'Inspection générale des finances. Donc à la fin, on a eu 4 rapports sur le sujet du climat social et aussi sur des sujets de probité. Et tous les témoignages sont concordants. À 99,9%, tous les témoignages ont confirmé qu'il y avait des pratiques tout à fait inadmissibles en termes de management. Voilà. Pas de plainte au sens juridique du terme, pénal du terme, mais des auditions. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, merci beaucoup pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées. Je crois que c'était très important de vous entendre et vous entendre justement dans une dynamique positive de préparation de cet événement auquel on est au sein de cette commission très attachés. Qu'on ait un lien proche ou distant avec le rugby, nous sommes tout à fait conscients que la Coupe du Monde de rugby sera un événement important pour notre pays. Et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre et bien sûr vous manifester à travers cette audition aussi notre soutien dans votre travail de préparation qu'on imagine intense jusqu'au début du mois de septembre et même pendant le mois de septembre, enfin, pendant toute la Coupe du Monde de rugby. Merci beaucoup.